Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire de cette édition, l'otage sénégalais mort aux mains d'un groupe islamiste au Mali. On en sait un peu plus sur l'identité de la victime et sur les circonstances de son décès. Les détails dans un instant. Autre grand titre, Ousmane Sonko, selon l'un de ses avocats, il serait dans le coma. Maître Ciré Clédor Ly appelle les autorités à libérer immédiatement le leader de PASTEF. À suivre également l'éclairage de Mohamed Ali Mouba sur la saisine de la Commission électorale nationale autonome par les avocats d'Ousmane Sonko aux fins d'injonction de délivrance de fiches de parrainage à son mandataire. Dans l'actualité sociale, nous évoquerons la situation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis, vous entendrez le ministre du Travail sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Point de vue, ce sera sur l'offensive tous azimuts d'Ousmane Sonko, de ses avocats et de ses alliés politiques. Comment analyser la stratégie politico-judiciaire du leader de PASTEF? Réponse avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. La mort d'un otage sénégalais au Mali, Hamidou Soumaré, était détenu depuis 2020 par le groupe djihadiste le JNIM. On a tenté d'en savoir un peu plus sur les circonstances de son décès. Nos sources parlent de mort naturelle. Babacar Fall. C'était la grosse curiosité. Hamidou Soumaré a-t-il été tué par les djihadistes qui l'ont pris en otage? Non, répondent nos sources à Bamako. Le Sénégalais serait plutôt décédé d'une mort naturelle après être tombé malade, précise-t-elle. Cela faisait 3 ans que Hamidou Soumaré était entre les mains de ses ravisseurs. Dans quelles conditions a-t-il été kidnappé par le JNIM? On ne sait pas encore. Que faisait-il au Mali? Aucune réponse non plus pour le moment. Mais selon nos informations, sa famille établie à Dakar dans un quartier des Parcelles Assainies aurait été en contact avec les djihadistes pour négocier sa libération. Mais les pourparlers ne seraient pas allés à leur terme à cause de la complication de la situation dans le nord Mali. La question qu'on pourrait se poser ensuite, c'est de savoir si le gouvernement sénégalais était au courant. Si oui, qu'a-t-il fait depuis 3 ans pour faire libérer Hamidou Soumaré? Autres interrogations. Y a-t-il d'autres Sénégalais pris en otage par des groupes djihadistes au Mali et combien pourraient-ils être? Babacar Fall. Après un malaise hier, Ousmane Sonko serait actuellement dans le coma, à en croire un de ses avocats, Maître Ciré Clédor Ly. Il appelle les autorités à le libérer immédiatement pour éviter le pire. L'avocat s'est aussi prononcé sur la saisine de la Commission électorale nationale autonome par les leaders du parti PASTEF dissous pour dénoncer le refus de la direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage à leurs clients. Écoutons Maître Ciré Clédor Ly au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Son état de santé n'est pas seulement délicat, il a atteint des limites alarmantes. Hier, ce n'est pas seulement un malaise, il a eu un coma. Cela veut dire qu'il va entrer dans une situation irréversible. Et je pense que notre État avait atteint un degré de maturité démocratique au point où il n'est pas compréhensible que l'on en arrive à cette situation. La vie n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. Les autorités doivent mettre fin à tout cela. Les autorités religieuses doivent se prononcer. La communauté internationale doit se prononcer. Si en fait ils allèguent des procédures judiciaires, le principe c'est la liberté. Un candidat ne peut pas fuir son pays à cause d'une crainte de la justice. Un candidat à la présidence de la République. C'est une absurdité. Justement, concernant sa candidature, vous avez saisi la Commission électorale nationale autonome après le refus de la DGE de lui remettre des fiches de parrainage. Pourquoi avoir saisi la Sénat? Mais la Sénat a une compétence. Si vous voyez le code électoral, la Sénat a de très grandes compétences. Et la Sénat peut exiger que Ousmane soit rétabli dans les listes. À défaut, la Sénat elle-même peut le faire. Donc je pense que c'est très clair et ce n'est pas par hasard que mais la Sénat a une en fait saisie. Nous pensions que l'État allait lui-même exécuter les décisions de justice. Justement, parlons de cette saisine de la Sénat par Ousmane Sonko, une requête aux fins d'injonction de délivrance de fiches de parrainage que peut-on attendre de la Commission électorale nationale autonome? Mohamed Ali Mouba nous explique.
On peut en attendre beaucoup de la Sénat. Pourquoi? Eh bien parce que tout d'abord, elle est saisie d'une matière pour laquelle elle est largement compétente, la matière électorale. Supervisant en amont et en aval le processus électoral, la Sénat devrait départager valablement Ousmane Sonko et la Direction générale des élections. Elle a été saisie d'une requête offrant d'injonction de délivrance de fiches de parrainage. Ibrahima Nying, expert électoral. Si on examine... On regarde de près la lettre de saisine des avocats de M. Ousmane Sonko de la Sénat. Cette lettre fait référence à l'article L13 du code électoral. Justement qui indique précisément les prérogatives de la Sénat. Cet article indique que la Sénat veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par l'administration, les partis politiques, les candidats que les électeurs. Au terme des dispositions du Code électoral, la Commission électorale nationale autonome dispose même de pouvoirs d'injonction pour faire respecter la loi. Ce n'est pas tout. Elle peut aussi demander des sanctions contre ceux qui violent la loi. Le Code électoral ajoute toujours que la Sénat propose d'ailleurs des sanctions contre cet agent et s'assure de leur exécution. Question alors, pourquoi la Sénat ne s'est pas autosaisie? Elle est restée attentiste dans le bras de fer. Ousmane Sonko DGE. Ibrahima Nying ne comprend pas. Il ajoute, le code électoral, qu'en cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la Sénat dispose de pouvoirs de dessaisissement et de substitution d'action à l'égard de l'agent de l'administration qui n'a pas respecté ces dispositions-là. Nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. La requête d'Ousmane Sonko devrait être examinée ce mercredi en Assemblée générale statutaire de la Sénat. Toujours dans l'actualité politique à Touba et Mbaké pour les besoins du parrainage, le candidat Mame Boye Diao dénonce avec la dernière énergie les blocages des convois des candidats à la candidature de l'opposition au moment où le candidat de la mouvance présidentielle déroule son programme sans être inquiété. Selon lui, le camp du pouvoir utilise les institutions pour violer les règles du jeu. Mame Boye Diao est au micro de Pape Mbaye Diao. Je voudrais profiter aussi de cet événement pour décrier cette situation que je considère comme une sorte de faveur qu'on veut faire à la candidature à l'élection présidentielle en défaveur des autres candidatures. Je ne peux pas comprendre que dans le contexte actuel de collecte de parrainage, qu'on ne puisse pas permettre aux candidats à la candidature de pouvoir sillonner librement le Sénégal, de pouvoir se regrouper dans de grands rassemblements partout où ils peuvent le faire dans le pays, pour pouvoir convaincre les populations à leur donner ce parrainage dont ils ont besoin pour pouvoir légitimement prétendre au suffrage des Sénégalais. Et c'est pourquoi j'invite toutes les autorités en charge du processus électoral d'ouvrir les vannes et de permettre à chaque candidat à la candidature de pouvoir aller à la rencontre des Sénégalais et de les convaincre pour qu'ils puissent les parrainer. Et il faudrait qu'on accepte que les forces politiques, de quelque envergure qu'elles soient, puissent naturellement sillonner le Sénégal, partir à la rencontre des Sénégalais, sous les formes qu'elles le veulent, sauf quand elles sont violentes. Pour moi, c'est une incongruité que de dire qu'une partie de cette compétition peut être gagnée facilement. Et d'ailleurs, le slogan qui est d'actualité chez eux, c'est de dire c'est un coup KO et de pouvoir fausser les règles du jeu. Empêcher à des candidats de pouvoir entrer dans des villes ou dans des régions ou de tenir des rassemblements publics, c'est d'emblée commencer à fausser les règles du jeu. RFM 94.0, la radio en puissance. L'émigration irrégulière a pris une nouvelle tournure à Kayar avec la féminisation croissante du phénomène. Plusieurs femmes, dont des jeunes filles, ont quitté Kayar ces derniers jours pour se rendre en Espagne à bord de pirogues. Cheikh Anta Diop s'est rendu dans ce village traditionnel lébou. Voici son reportage. Cette dame, Anna Sen, croisée dans un coin de rue, explique. Selon elle, c'est un phénomène nouveau à Kayar de voir les femmes embarquées à bord des pirogues avec leurs enfants pour se rendre en Europe. Le phénomène a pris une autre tournure. Il y a beaucoup de femmes qui quittent Kayar pour aller en Espagne. Je te le jure, il fallait assister à la scène. Certaines amènent même leurs enfants. J'ai vu même des nourrissons. El Haji Moussa Khan, acteur de la pêche ici à Kayar, justifie cette pratique par la pauvreté. La mer est presque morte. Il n'y a plus de poissons, selon lui. C'est pourquoi les jeunes filles, les femmes, les petits-enfants, tous émigrent vers l'Espagne. Nous avions une gestion
formidable de la pêche ici à Kayar. Tel n'est plus le cas. La pêche ne nourrit plus son homme. Les licences de pêche qu'on attribue aux bateaux étrangers qui pillent nos ressources. Viengaï, ce pêcheur qui vient de débarquer, trouve que cette situation ne doit pas être une raison pour que les gens, particulièrement les dames, empruntent les chemins de l'océan. Je donne tout simplement mon point de vue. Personnellement, je ne compte pas aller en Espagne dans la clandestinité, quelles que soient les conditions difficiles que nous vivons. À Kayar, la plage est déserte. Les jeunes se font désirer sur les lieux où on contemple que quelques groupes de vieux pêcheurs discutant sous les tentes de fortune. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Nous allons à Kaolack où le marché grouille donc d'achat sur les étals de friperies, notamment en cette rentrée scolaire. C'est la grande affluence, c'est ce que nous dit Fatumbo dans ce reportage. Darombey est en plein marchandage au marché central pour l'achat de friperies de qualité qu'elle préfère pour ses enfants. De son côté, Yacine, la quarantaine, tient quelques friperies à la main. Elle exprime sa préférence quant à la faiblesse des prix. Ah oui, je préfère vraiment les friperies que les prêt-à-porter parce que les friperies sont beaucoup plus pratiques. La vente de friperies connaît un grand succès, en particulier cette période de rentrée scolaire, comme le confirme Hassan Diouf, un vendeur. La situation, c'est un peu abordable, quoi. On a gagné beaucoup, quoi. Les élèves et les nouveaux bacheliers qui achètent de la friperie. Le jeune tablier attribue son succès de vente à la chaleur accablante de Kaolack. Robe 3/4, pas large, t-shirt. Parce que la chaleur et le climat, ça a chauffé, quoi. Parce que certaines clientes et certaines personnes qui prêtent attention beaucoup de chaleur. Au marché central, les stands de friperie sont pris d'assaut par des ménagères en quête de vêtements pour leurs enfants qui empruntent actuellement le chemin de l'école. Fatoubo Kaolack, Radio Futur Média. À Keur-Massar, pas de blouse pour les élèves du lycée zone de recasement de Keur-Massar pour cette année, selon l'administration de l'établissement. Une décision prise suite à la baisse du coût des inscriptions par l'État du Sénégal. Les responsables du lycée veulent apporter une solution face à ce manque de tables-bancs et pour construire un mur afin d'assurer la sécurité au sein de l'école. Une décision appréciée par les élèves et par le corps professoral. Reportage Aminata Ba. Les élèves profitent de la pause dans la cour de l'établissement. Chacun s'est habillé selon ses couleurs. Ces garçons expriment leur joie du fait qu'il n'y a pas de port de blouse dans leur école cette année. Par contre, ces filles ne voient pas les choses ainsi. Elles estiment que les blouses sont essentielles. Après un détour, nous faisons face à la direction de l'établissement où se trouve la salle des professeurs. Latif Faye, professeur d'anglais dans ce lycée, est également contre cette décision des responsables de l'établissement. C'est une catastrophe parce que c'est à partir de la blouse qu'on puisse identifier les élèves. C'est laisser la porte ouverte au reste du cours. L'administration du lycée débloquait plus de 8 millions de francs CFA pour l'achat des blouses, mais cette année, les priorités consistent à régler le déficit des tables-bancs et à lutter contre l'insécurité selon Khalidou Diaw, l'intendant. Nous avons décidé de surseoir cette année à l'achat de blouses pour les élèves et de faire en sorte d'avoir des tables-bancs dans le temps. On fait ce qu'on appelle des paillasses. Des cartes d'accès, c'est l'alternative adoptée par l'administration. Bon, à la place des blouses, nous allons mettre des badges où les élèves vont mettre leurs photos et avoir des cartes d'accès. Le lycée zone de recasement de Keur-Massar est composé de plus de 50 salles de classe et il reçoit chaque année entre 3500 et 4000 élèves. Aminata Ba, Keur-Massar, Radio Futur Média. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est la reprise des activités pédagogiques qui fait polémique. C'est l'impasse pour le moment. Les autorités universitaires campent sur leur position. Les étudiants, quant à eux, se radicalisent. Quant aux enseignants, ils demandent la reprise des cours sans délai et l'intervention du gouvernement pour une décision au moins provisoire. Anna Rocha. Une fois n'est pas coutume, étudiants et enseignants de l'UCAD sont sur la même longueur. Plus de 4 mois après la fermeture du campus social et pédagogique, ils n'en peuvent plus. La formation est une surpriorité, explique le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'UCAD. Dès lors que
tous les étudiants ne sont pas logés. Ils n'ont qu'à satisfaire dans la mesure des chambres disponibles et des lits disponibles, ouvrir les restaurants et commencer de toutes les façons. Plus d'une fois, on a organisé des sessions d'octobre sans ouvrir les résidences des étudiants. Et les examens se sont passés. Donc, dans un pays, la formation des enfants est primordiale. Les gens sont en train de s'amuser avec l'avenir du pays, avec l'avenir d'une génération. Si je vois des gens qui tiennent leur position par les parchemins qu'ils ont reçus dans nos universités et qui s'amusent avec cette université, c'est inacceptable. Vous comprenez donc la colère des étudiants? Ce n'est pas la colère seulement des étudiants. Les enseignants aussi réclament cela. Et je crois que les parents d'élèves aussi doivent réclamer que leurs enfants soient éduqués. Que vous savez que le problème, c'est de terminer l'année passée. Les cours en ligne n'ont pas fonctionné comme attendu. Et pour Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale, l'université Cheikh Anta Diop est restée trop longtemps fermée. On a essayé d'appliquer la mesure. Au niveau de certains cours master, ça peut marcher, ça peut marcher un peu. Mais c'était impossible parce que d'abord les étudiants n'étaient pas outillés. Et certains qui étaient outillés avaient des problèmes de réseau. Donc, ce n'était pas du tout applicable. On peut dire de fait, l'université de Dakar n'a pas fonctionné correctement depuis cette décision. Mais la décision du conseil académique disait qu'il n'avait pas tenu compte de la réouverture du coude. Et bien sûr, ça pose problème parce que la plupart des étudiants ne peuvent pas venir à l'université sur les enseignements s'ils ne sont pas logés et s'ils ne sont pas nourris. Le professeur à la retraite estime qu'il est temps que le gouvernement intervienne. Le gouvernement sénégal doit prendre une décision ferme. Le président vous l'avait dit. Il faut bien sûr l'application. Et pour l'application, il faut que lui-même qu'il le veille personnellement à la réouverture des universités et prendre les dispositions qu'il faut. Dans une longue lettre adressée au recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le docteur Yankoba Seydi rappelle les décisions issues du dernier conseil académique, dont la reprise immédiate des cours en présentiel après concertation avec toutes les parties prenantes, notamment le conseil académique élargi, qui doit se tenir au plus tard le 31 octobre. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Reste de l'actualité avec le ministre du Travail qui se prononce sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales qui dure depuis des mois. Sambassi déclare que l'État étudie les modalités de mise en œuvre et la faisabilité des augmentations de salaire réclamées par les grévistes. Il souligne que le dialogue va se poursuivre. Le ministre du Travail s'exprimait ce matin en marge de l'atelier de renforcement de capacité des assistants parlementaires. Sambassi au micro de Khadijatou Anne. Le gouvernement du Sénégal ne saurait être indifférent par rapport à une préoccupation de l'un quelconque des citoyens sénégalais. D'autant plus que les travailleurs des collectivités territoriales sont des rouages importants de la machine nationale. Nous ne sommes pas indifférents. Comprenez simplement que tout ne peut pas être fait en même temps et que, de toute façon, ce qui doit être fait également obéit à des normes. Ce qui a été fait jusque-là, c'est qu'on est en train de regarder les choses quant au fond, de voir par rapport à la fonction publique territoriale qui est éligible, parce que dans nos collectivités également, il y a beaucoup de monde et si nous ne rationalisons pas, il ne sera pas possible de nous en sortir. Il n'y a pas d'indifférence, il y a simplement un temps qui est un temps, disons, d'expectative, un temps d'examen, un temps finalement d'analyse pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Je ne pense pas que les travailleurs non plus puissent avoir comme position de ne pas vouloir aller au dialogue. Évitons les raccourcis, les travailleurs comprennent qu'ils ont intérêt à s'asseoir autour de la table, de discuter avec, disons, les membres du gouvernement, de discuter, puisque vous parlez des travailleurs, avec leurs employeurs. N'est-ce pas? Il est de la nature des choses que les solutions surgissent finalement du débat et du dialogue et finalement des échanges respectifs que nous pouvons avoir. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. D'abord, la visite du président français en Israël. Emmanuel Macron appelle à une relance du processus politique avec les Palestiniens. Une relance décisive. Il a aussi proposé l'aide de la coalition contre l'organisation État islamique pour lutter contre le Hamas. Emmanuel Macron s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Je propose de l'écouter au micro de nos confrères de BFM TV. La France est prête
suite à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Cette lutte, nous devons aussi la conduire en veillant à éviter l'embrasement de toute la région. Je mets ici en garde le Hezbollah, le régime iranien, les Houthis au Yémen et l'ensemble des factions qui dans la région menacent Israël de ne pas prendre le risque inconsidéré d'ouvrir de nouveaux fronts. Ce serait ouvrir la porte à une conflagration régionale dont chacun sortirait perdant. Enfin, la sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Le Hamas est un groupe terroriste. C'est pourquoi il ne porte pas la cause palestinienne. Il doit être combattu avec force et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. La stabilité de la région, le retour à la normalisation qui s'annonçait ne seront garantis que si la réponse d'Israël à la violence est évidemment sécuritaire et implacable face aux groupes terroristes, mais aussi politique, en acceptant le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un État en paix et en sécurité aux côtés d'Israël, parce qu'il aura intégré l'existence et la sécurité d'Israël comme une condition première. La sécurité d'Israël, la lutte commune contre le terrorisme, le respect du droit humanitaire, l'ouverture d'un horizon politique, tous ces éléments sont indissociables. Emmanuel Macron qui rencontre dans l'après-midi le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie. Mali, les casques bleus de la MINUSMA se sont retirés de la base de Tessalit dans la région de Kidal. L'opération de retrait s'est achevée samedi. Plus de détails avec Zanga Abdoulaye Ouattara. C'est la 6e base de la MINUSMA rétrocédée depuis le début des opérations de retrait progressif de la mission. Ce samedi 21 octobre, le camp de Tessalita dans la région de Kidal a été cédé aux autorités maliennes. Une opération qui s'est déroulée dans un contexte extrêmement tendu et dégradé, mettant la vie du personnel en danger selon un communiqué de la MINUSMA. Les militaires de la MINUSMA ont essuyé des tirs qui les ont contraints à se réfugier dans des bunkers, précise le communiqué avant d'évoquer un tir ayant touché un des avions de la mission lors de son atterrissage à Tessalita. Pas de dommages matériels majeurs ni de blessés. Auparavant, les aéronefs des forces armées maliennes ont subi des tirs similaires avant d'atterrir sans grave incident dans la localité située au nord de Kidal. Les soldats et ingénieurs onusiens du Tchad, du Cambodge et du Bangladesh ainsi que le reste du personnel se sont retirés définitivement de la zone par avion, signale le communiqué. Des équipements tels que des véhicules, des munitions, des générateurs et d'autres biens de la mission ont été mis hors service par elle-même. Photo d'autorisation des autorités concernant le déplacement des 200 camions transporteurs de la MINUSMA bloqués à Gao. La raison évoquée par le gouvernement est d'ordre sécuritaire. La suite des opérations de retrait concernera les bases de Mopti, Ansongo et Kidala. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Les conséquences du coup d'État du 30 août dernier au Gabon, les États-Unis ont suspendu la totalité de leur aide au Gabon. Une annonce du porte-parole du département d'État à travers un communiqué lequel indique cependant que l'Amérique est prête à revenir sur sa décision en cas de progrès démocratique. Les États-Unis avaient déjà suspendu une partie de leur aide étrangère au Gabon. Au Cameroun, plus de 30 personnes enlevées par des hommes armés dans le nord du pays. À Touboro, précisément, selon le maire de la ville, le rapt a eu lieu dimanche soir. Une source sécuritaire a confirmé sur Reuters l'incident et a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un enlèvement contre rançon, ce qui est courant dans la région plutôt que d'une attaque de militants. En République démocratique du Congo, 26 civils tués la nuit dernière dans l'est du pays, dans la province du Nord Kivu. L'attaque est attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. En Algérie, la cour d'appel d'Alger a condamné hier 38 personnes à mort pour le lynchage à mort d'un homme pris à tort pour un pyromane après avoir aidé à éteindre des incendies meurtriers. Les faits qui se sont déroulés durant l'été 2021 dans la région de Kabylie avaient soulevé une vague d'indignation dans le pays sur les 94 personnes jugées dans le cadre de cette affaire. Outre les 38 peines de mort, la Cour a acquitté 26 personnes et condamné les autres à des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme. Merci Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue dans une dizaine de minutes, ce sera sur l'offensive tous azimuts d'Ousmane Sonko, de ses avocats et de ses alliés politiques. Comment analyser la stratégie politico-judiciaire du leader de PASTEF? Réponse avec nos deux intervenants du jour. Hassan Sek, analyste politique chargé de cours dans les universités, et Babacar John, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. RFM Sport. Le journal des sports à la présentation, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Développement de la pratique sportive à Guédiawaye, les jeunes testent d'autres disciplines. Le sport est certes, le football est certes le sport roi, mais des jeunes s'adonnent à la pratique d'autres disciplines pour bien se maintenir en forme. Le fitness, la pétanque ou encore la natation sont des sports favorisés par les jeunes. Amina Taba, notre correspondante à Guédiawaye, a rencontré certains d'entre eux. ci bile salle fitness nekk ci Waxinam Nimzatt ci la Astel Wade di tàggatee yaramam gymnastique doon nag lu muy amal moom ak yeneen i ndaw tax nag ba poids am daal di wàññeeku. Aminata Ba, que nous allons retrouver tout à l'heure parce que c'est la version en Wolof qui nous a été servie. Le temps de corriger au niveau de la machine. Nous parlons de la coupe du HCCT, donc avec la suite des quarts de finale ce mardi, toujours au stade régional à Kolda. Africa Foot donc va jouer contre l'équipe de Diofor. Fierté de Mbaké va jouer contre l'équipe de l'ASC Dara. Nous passons, Suleiman, à la Ligue des Champions avant de poursuivre le conducteur avec aujourd'hui la troisième journée qui démarre. Au niveau de la phase de poule, Galatasaray joue contre le Bayern ce soir. Manchester United joue contre FC Copenhague. Lens reçoit le PSV Eindhoven. Arsenal face à Séville. Union Berlin joue contre les Italiens de Naples. Le Real défie l'équipe de Braga. En cas de victoire, les Madrilènes seront en bonne position pour le prochain tour. Et l'Inter va jouer contre l'équipe de Salzbourg. Football toujours, mais beach soccer cette fois-ci, place aux demi-finales du championnat. Les demi-finales donc du championnat national de beach soccer demain mercredi avec l'équipe de Mbao qui va croiser Guet-Ndar. Kausara fera face à l'équipe de Ngor. Jeux olympiques de la jeunesse, la fédération de canoë-kayak à la recherche de nouveaux talents. Ce sera donc ce week-end à Sali. La fédération veut passer tout de suite à la détection pour trouver des jeunes pépites et bien les encadrer en vue des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. À Difal et le président de la dite fédération. Cette journée que nous allons organiser samedi le 28 à Sali, rentre dans le programme annuel de la Fédération sénégalaise de canoë et kayak. C'est vrai que le concept cette année-ci, avec le beach canoë, nous l'avons programmé cette année-ci avec surtout en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse. Et dans ce cadre-là, la Fédération sénégalaise, avec sa direction technique nationale, c'est de regrouper l'ensemble des clubs du Sénégal, surtout de la petite catégorie, de cadettes, juniors, jusqu'à Benjamin, etc. Donc ce sera une compétition dédiée uniquement et spécialement, en tout cas, à la jeunesse, aux jeunes, comme je l'ai dit, pour aller en tout cas dans le sens de la préparation des Jeux olympiques. Parce que surtout encore, Sali est pour nous très important parce que c'est Sali qui va abriter les Jeux olympiques en 2026. Voilà donc les raisons qui nous a motivés en tout cas pour aller dans le sens de l'organisation de cette manifestation qui est aussi à notre troisième édition cette année-ci. Après Somone, Ngor, il y a quelques semaines avec le Festival des Jeunes, nous allons effectivement maintenant sur Sali et retourner encore sur Saint-Louis peut-être mois de décembre. En mode marathon, retour sur le reportage d'Amina Taba avec les différentes disciplines outre que le sport pratiquées par les jeunes de Guédiawaye. C'est dans cette salle de fitness située à Waxinam Nimzatt qu'Astel Wade exerce son sport favori. La gymnastique qu'elle pratique régulièrement avec plusieurs jeunes de son âge depuis plus d'1 an lui a permis de perdre du poids. Ça fait du bien, en plus c'est quelque chose de bien aussi. Parce que j'étais vraiment grosse, je suis là tous les jours. Non loin de là se trouve le foyer des jeunes où Paul et ses camarades jouent à la pétanque. Au-delà du football, cette discipline reste également sa passion. Bon, j'aime plus le football, mais pétanque, c'est une passion et un passe-temps pour moi. Football, à partir de 17h, pétanque aussi à partir de 17h. Ça dépendra. Je peux aller jouer au football. Après, une fois
terminer, je passe, jouer. Ça me permet de me divertir et de m'évader un peu, quoi. Joseph Diatta, gérant d'un restaurant à Dakar et footballeur à ses heures perdues. Football, ouais, j'aime trop le football. J'ai pas assez de temps avec le travail, donc je le fais les week-ends, en tout cas samedi et dimanche. Trouver un espace pour faire du sport est une équation à Guédiawaye, selon ces sportifs Paul et Joseph. En particulier le pétanque, parce qu'on a des problèmes de terrain. Et la plupart du temps, on joue le soir. Quand il fait nuit, on a des lumières aussi. On a transformé des terrains à des rues, quoi. Donc on n'a plus assez de terrain ici à Guédiawaye. Je m'entraîne à l'école 23. Le nouveau directeur qui est là-bas, c'est un peu compliqué. Ces jeunes considèrent que c'est plus qu'une nécessité de trouver une solution à cette absence d'espace aménagé à Guédiawaye qui les empêche de pratiquer les sports tels qu'ils le souhaitent. Voilà, Souleymane, c'est tout pour les sports. Merci, Malal. la presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants disent ça suffit. Des étudiants en ordre de bataille pour la reprise des cours en présentiel. Bosby le jour pointe ce qu'il appelle le spectre du mois de juin. Allusion aux événements politiques qui ont mis sens dessus-dessous. L'université, mon confrère note que les bulletins de renseignement annoncent une atmosphère chaude. Déjà, des amicales de l'UCAD ont été dispersées hier et des arrestations ont été notées à Diourbel. Des pros sont co-ciblés. Une nouvelle suspension des cours constatée depuis hier à la FASEG. C'est que pour enquête, l'université est devenue otage de la politique. À 5 mois après la suspension des cours, les autorités ont décidé de prolonger les vacances jusqu'au mois de décembre, le 20 décembre plus exactement. Le spectre de l'élection présidentielle qui pourrait perturber les cours et la crainte d'une année invalide pour le coordonnateur des écoles et instituts de l'UCAD. Ce qui se passe est simplement inadmissible. Le journal Le Quotidien craint une jonction UCAD et Université de Thiès. Libération informe que des étudiants menacent de paralyser le système éducatif pour forcer les autorités à ouvrir l'université. Après avoir affronté les forces de l'ordre, ils ont délogé des élèves à Dakar, à Diourbel. Dans Vox Populi, Dr Yankoba Seydi rappelle qu'en tout cas, au cours du dernier conseil académique, il n'a jamais été question d'assises préalables avant l'ouverture de l'université. On avait juste retenu une reprise immédiate des cours en présentiel. Ousmane Sonko qui saisit la Sénat pour arbitrage, c'est une requête au fond d'injonction de délivrance de fiches de parrainage, écrit l'Observateur. Bosby le jour pointe au autre front pour disposer de ces fiches de parrainage. Selon ça, la question va être examinée par la Sénat ce mercredi en Assemblée générale statutaire. Au même moment, l'agent judiciaire de l'État du Sénégal a déposé son recours. Selon le journal Les Échos, il a pris le vol hier pour Ziguinchor pour déposer sa requête auprès du greffe du tribunal d'instance de Ziguinchor. Le leader de ex-Pastef en réanimation depuis hier, quelques jours seulement après avoir repris sa diète. En fait, le journal Le Témoin qui donne l'information en première page se base sur les propos de Dr Cheikh Tidiane Dièye qui dit que Sonko a été victime d'un malaise. Malgré son état de santé, je cite, critique, le leader de ex-Pastef exige d'être retourné à la prison de Sébikotane selon son avocat, Maître Ciré Clédorly. Pendant ce temps, les droits de l'homme affûtent leurs armes. Ils promettent, selon Bosby le jour, de renouer avec la rue publique ce vendredi. Une marche pour la libération d'Aliou Sané, le F24 qui dénonce parallèlement, je cite, la dégradation de l'état de droit au Sénégal, l'injustice aussi. Le F24 dénonce le 2 poids 2 mesures dans le traitement des futurs rivaux du candidat de Benno Bokk Yakaar, discrimination en faveur d'Amadouba. Amadouba, justement, il a eu droit hier à ce que Source appelle une douche froide. Amadouba, dans le cadre de ses tournées économiques, a été reçu par la famille de Mam Cheikh Mbaye dans le Louga. Et puis sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien, Ligue des Champions, 3e journée ce mardi. Le Bayern et le Real convoitent un 3e succès. Lens espère continuer à surprendre. Arsenal en quête de rebond à Séville. Manchester United, ses premiers points contre Copenhague, se demande le journal. Dans le journal Stade Quotidien toujours, auteur de magnifiques buts en lob de 58 mètres, Lamine Camara, futur lauréat du prix Puskas 2024, mais meilleur but. Le confrère est confiant. Dans Sunu Lamb VIP de Pikine, en attendant Homme Sen et Boyan 2, Ama Baldé ouvre le bal contre Modlo. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue à Point de vue.
Nous allons parler de l'offensive tous azimuts d'Ousmane Sonko, de ses avocats et de ses alliés politiques. Comment analyser cette stratégie politico-judiciaire du leader de PASTEF? Pour en parler, nous sommes avec Hassan Sek, analyste politique chargé de cours dans les universités. Hassan Sek, bonjour. Bonjour Souleymane. Bonjour à vous, Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I-Quotidien. Bonjour Souleymane. Alors, je reste avec vous, Babacar Dione. La mise en place d'une nouvelle plateforme politique, les alliés du candidat Ousmane Sonko, qui était en conférence de presse hier, la saisine de la Sénat, une offensive médiatique, les appels au transfèrement de Ousmane Sonko à la prison de Sébikotane et entre hier et aujourd'hui à sa libération immédiate suite à des ennuis de santé consécutifs à la reprise de sa grève de la faim. Comment lire et comprendre ces derniers événements et plus globalement la stratégie qui semble nouvelle d'Ousmane Sonko et de ses alliés? Oui, une stratégie assez intéressante, d'autant plus que ce n'était pas la stratégie de Ousmane Sonko, je crois, Souleymane. La stratégie de Ousmane Sonko, c'était par rapport à ce combat de rue qu'il avait entamé avec tous ceux qui étaient avec lui. Il s'est rendu finalement compte que ce combat de rue-là, il ne paye pas. Aujourd'hui, il est en prison, il est emprisonné. Donc, c'est quand même heureux de voir que Ousmane Sonko, avec tous ceux qui l'accompagnent, ont compris que donc le seul combat qui vaille aujourd'hui, c'est par rapport à la justice, par rapport à la loi. Ils ont saisi la Sénat, c'est quand même important. Bon, je crois que c'est un signe également de désespoir. Parce que la Sénat n'a pas fait un travail assez intéressant par rapport à toutes les prérogatives qu'elle a. La Sénat, donc, par rapport à ces élections-là, est investi donc de certaines responsabilités, mais on a l'impression que la Sénat ne fait pas exactement le travail qu'on attend d'elle. Donc aujourd'hui que les pour Ousmane Sonko sont en train de saisir la Sénat, c'est vrai, c'est un signe assez heureux par rapport à ce combat donc qu'ils avaient entamé au début et qui n'avait aucun sens. Mais revenir donc à la raison en pensant que c'est avec la justice, c'est par rapport à, donc à un processus démocratique que Ousmane Sonko et tous ceux qui l'accompagnent devraient donc utiliser ce processus démocratique pour avoir gain de cause. Donc je crois que dans ce sens-là, c'est assez intéressant de voir ce que Ousmane Sonko est en train de faire. Hassan Sek, il faut ajouter à cela que les partisans de Ousmane Sonko et Ousmane Sonko lui-même semblent ne plus compter beaucoup sur la communauté internationale et sur, disons, le pouvoir religieux. Quelles sont les chances, d'après vous, que la nouvelle stratégie prospère, c'est-à-dire la saisine de la justice et des institutions, des structures administratives chargées justement d'apaiser ou d'organiser le jeu politique? Merci beaucoup, Souleymane. Moi, il me semble que vous me permettez un peu de dérouter un peu, parce qu'en réalité, je ne pense pas, dans mon fond intérieur, que la stratégie de Sonko ait été changée une seule fois. À mon avis, c'est la tactique, c'est-à-dire c'est des actions opérationnelles qui sont changées. Parce qu'en réalité, il y a d'abord des actions proactives dans une stratégie. Ensuite, il y a une adaptation active. Ensuite, il y a une réaction. Et enfin, il y a un changement qui est déterminé par un environnement. Et c'est ça, et là où intervient la tactique. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un changement qui est déterminé par l'environnement. Il y a des données qui ont changé. Je pense que... Lesquelles? Oui. Lesquelles données ont changé? Mais la donnée qui a changé, c'est que, il l'a dit tout à l'heure, Sonko est en prison. Sonko ne peut plus engager des combats de rue qui étaient dans la tactique, mais pas dans la stratégie. Cela est opérationnel, ça. Donc ça veut dire que ça, effectivement, il faut que ça change. Pourquoi il faut que ça change? Parce que toute organisation humaine évolue. Et elle évolue automatiquement en réaction des changements environnementaux. C'est-à-dire que son environnement exige, en réalité. Si l'on se replace sur le contexte du PASTEF,
aujourd'hui, les actions que développe le PASTEF, c'est des actions qui visent à l'adapter à un nouvel environnement. Parce que l'environnement politique, elle change. L'environnement change. Et de ce point de vue-là, les actions aujourd'hui que nous déroulons, on ne peut pas dire que, mais oui, hier on a été dans des combats de rue, c'est ça qu'il faut continuer, ou hier on a fait ça. Je pense que les actions qu'on doit dérouler doivent dépendre du contexte et doivent dépendre de l'environnement. En tout cas, le changement auquel PASTEF ne semble pas vouloir s'adapter, c'est certainement la dissolution du parti. Est-ce que cela a apporté une inflexion justement à la stratégie ou à la tactique, comme vous dites? Mais absolument, Souleymane, parce que c'est des données majeures. La dissolution du parti, PASTEF, et l'emprisonnement de Sonko constituent des données majeures qui nécessitent à ce que l'on change des actions à mener. Et donc, moi, dans mon entendement, je n'ai jamais compris une seule fois que Sonko ne voulait pas aller en justice, ou bien Sonko défie la justice, ou bien ne voulait... Je pense que Sonko défiait des magistrats. Le magistrat n'est pas la justice. Dans mon entendement, dans ma compréhension, parce que j'ai écouté l'essentiel de ses discours. J'écoute tout le monde. Mais la compréhension que j'ai eue, c'est qu'il a défié des magistrats, qui n'est pas l'institution judiciaire en tant que telle. Mais de ce point de vue-là, en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui avait remis en cause la justice. Aujourd'hui, s'il utilise la justice, c'est parce que aussi, la justice n'est qu'une action parmi tant d'autres actions à mener pour un homme politique. En fonction véritablement des changements de son environnement, en fonction de la nécessité qu'il doit avoir de s'adapter, parce qu'une organisation, si elle ne s'adapte pas, elle disparaît. N'est-ce pas? Aujourd'hui, PASTEF doit développer une capacité d'adaptation, sinon elle disparaît. Parce que qu'est-ce qui a différencié très rapidement, Souleymane, le PAI dissous du PASTEF dissous? Le PAI dissous n'a pas pu s'adapter à son environnement parce qu'il était porteur, n'est-ce pas, d'une idéologie décadente. On parle même de la mort, etc., du marxisme, etc. Alors que le PASTEF a en bandoulière une idéologie de jeunesse qui est naissante. C'est ça la grande différence. Donc, si le PASTEF développe un certain nombre, développe des actions qui lui permettent de développer, de continuer à marquer son existence, mais c'est une organisation qui va être une organisation d'avenir. Je ne vais pas présager pour 2024, mais pour les années en tout cas à venir, on sera obligé de composer avec le PASTEF. Babacar John, essayons de voir maintenant la réaction du système ou de l'environnement à ces variations, qu'elles soient stratégiques, tactiques, opérationnelles, etc. Notamment la réaction de l'État, la réaction du pouvoir au sens politique du terme, et des autres acteurs aussi, la société civile et les autres. Comment vous voyez justement cette nouvelle configuration du jeu politique après ce que vous avez constaté en termes de stratégie chez PASTEF? Bien sûr, bon, ce qui se passe avec l'ex-PASTEF, on est tous d'accord qu'ils ont changé de stratégie, c'est l'essentiel. Maintenant, les raisons qui les ont poussés à changer, ça c'est autre chose, mais ils ont changé. Donc ça, au moins, tout le monde est d'accord autour de ça. Je dirais que la réaction déjà de la société civile, on a vu que il y a une grande partie de la société civile qui est en train d'accompagner ce que les pro-Ousmane Sonko sont en train de faire. Il y a un communiqué d'ailleurs qui est sorti par certains membres de la société civile qui veulent donc accompagner cela. Tout simplement, mais en se penchant quand même sur une chose. Ils prennent en prétexte le fait que Ousmane Sonko doit être réintégré sur les listes électorales. Un débat juridique, c'est vrai, qui a été engagé depuis que la grande instance, le tribunal de grande instance de Ziguinchor a réhabilité Ousmane Sonko. Je crois que le débat est un débat juridique. Et comme ce qui s'est passé avec l'affaire Sweet Beauté et tout ça, je crois que là, malheureusement, il y a quand même des points de vue assez variés parce qu'il y a des non-juristes et des juristes donc, qui s'engagent dans ce débat-là. Mais ce qui a lieu donc de faire aujourd'hui,
Je n'entrerai pas dans ce débat juridique parce que ce n'est pas la question. Mais ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que quand même, il y a cette société civile qui encourage, qui est en train de suivre donc, cette ligne édictée donc, par tous ceux qui accompagnent Sonko. Par rapport au système, par rapport à l'État, ben, on a vu qu'aujourd'hui, l'État, donc, c'est un peu tué, à part la DGE aujourd'hui. La DGE qui a pris peut-être fait cause pour la non-intégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales et qui est attaquée de toutes parts. Moi, je crois que j'ai quand même entendu la DGE, en l'occurrence Tiendele Fall, dire que donc ils se sont basés sur une décision de justice. Et tant que cette décision de la Cour suprême qui a été prise n'a pas été changée, donc ils attendent que la procédure soit donc finie, en tout cas finisse, pour pouvoir prendre la DGE qui va au charbon alors qu'on n'entend pas le ministre et les autres des membres du ministère, encore moins la Sénat dont on annonce une réunion importante demain. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais quand même, c'est heureux tout simplement de voir que le débat se situe à ce niveau. Le débat se situe à ce niveau par rapport à des textes de loi, par rapport au code électoral. Donc la Sénat aujourd'hui, ce qu'on attendait, ce que j'ai dit, la Sénat a des responsabilités. Je l'ai déjà entendu tout à l'heure là dans votre revue de presse. La Sénat a une grande force de manœuvre par rapport à des décisions à prendre. Mais maintenant, ce qui me décourage par rapport à la Sénat, que ce soit sur l'affaire Ousmane Sonko et d'autres affaires, la Sénat n'a pas fait signe de vie. Il y a tellement d'inexactions, à part ce qui s'est passé aux élections locales ou législatives, où on l'a vu un peu sortir de sa je ne vois pas la Sénat jouer le rôle qu'on attend d'elle. C'est pour cela que je dis que c'est un signe de désespoir, un barreau d'honneur que l'ex-PASTEF est en train de faire tout simplement pour réhabiliter Ousmane Sonko. Et maintenant, par rapport, parce que tout ça entre quand même dans une offensive, vous l'avez dit, il y a également la grève de la faim que Ousmane Sonko est en train de faire. Mais ça me semble, c'est vrai, mon interlocuteur a parlé de tactique, donc il me semble qu'aujourd'hui, l'ex-PASTEF est en train donc dans des stratégies pour pouvoir donc avoir gain de cause par rapport à ce combat politique. Mais c'est heureux qu'ils arrêtent aujourd'hui ce combat de rue qui a fait donc plusieurs morts, ces appels donc à la résistance, et puis donc toutes ces chefs d'accusation qui pèsent sur Ousmane Sonko. C'est heureux aussi aujourd'hui de voir que ce pays est revenu à la calme, parce que maintenant on mène un combat politique, mais pas un combat de rue. Merci Babacar John, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. Dernière question à vous, Hassan Seck. Parlons justement des autres acteurs politiques, notamment les membres, les membres de la coalition Yewwi Askan Wi qui sont également candidats à la candidature. Comment interprétez-vous la mise en place de cette nouvelle plateforme politique qu'on appelle l'ACOS, les alliés du candidat Ousmane Sonko? Est-ce que c'est pas acter la mort de la coalition Yewwi Askan Wi et son remplacement par cette nouvelle structure? Yewwi est en crise, il faut le reconnaître, depuis le dialogue. C'est une réalité. Et Yewwi, qu'on le veuille ou non, n'est plus le Yewwi depuis le dialogue. Donc, c'est une organisation en mutation et qui devait connaître une reconfiguration. La reconfiguration se fera sur la base, effectivement, de la création de nouvelles organisations, ou en tout cas de mouvements, qui, effectivement, auront comme effet, et d'ailleurs un effet négatif, comme effet de devoir véritablement déclarer la mort, en tout cas programmée de Yewwi, tout naturellement. Parce que on ne peut pas avoir un Yewwi de Khalifa Sall, un Yewwi de Sonko et un Yewwi d'autres et d'autres. Non. C'est pas possible. Donc, on est dans la logique du prolongement de la crise du Yewwi. La crise de Yewwi va mener à trouver véritablement beaucoup de mouvements, etc., qui vont être centrés sur Ousmane Sonko, comme l'indique l'appellation de cette nouvelle plateforme. En tout cas, merci à vous également, Hassan Seck, analyste politique chargé de cours dans les universités. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat dans un peu moins d'1 heure.
Pour l'instant, il est 12h et bientôt 50 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogou, chef d'édition Awambaye avec Mama Stoukan, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Maïsambaye, à la production Alioune Ba. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente